Alors le déchiffrage, vous avez compris que depuis le début de la semaine, on est en mode un petit peu commando pour essayer de... C'est peu de le dire. C'est peu de le dire, c'est peu de le dire. Bonjour Wilfried. Bonjour. Wilfried Galland, directeur général adjoint de chez Montpensier Arbevel, et puis Marc Tempelman qui est avec nous. Bonjour Marc, bienvenue. Bonjour. Fondateur de Cashbee. Alors, volatilité toujours, volatilité qui est un petit peu en suspens là. On a l'impression que depuis 2 jours, je ne vais pas dire qu'on trouve un certain équilibre, Marc, mais... on se cherche, on a arrêté de céder à la panique provisoirement, bien sûr, provisoirement, c'est certain. Le terme volatilité, je le trouve intéressant parce qu'on l'entend beaucoup ces temps-ci, ouais. Et c'est normal parce que la volatilité, on en parle surtout quand elle est élevée, et elle est élevée surtout quand il y a des crises ou des crises potentielles qui se profilent à l'horizon. Mais la volatilité est quelque chose avec laquelle on vit tous les jours. Donc pour rappel, la volatilité, c'est le degré par lequel un actif, quel qu'il soit, une action, une obligation, change sur une période donnée ou peut changer sur une période donnée. Et la volatilité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qu'on projette à l'avenir. Et donc aujourd'hui, ce matin, en se réveillant, elle est plutôt modérée, mais ces derniers jours, elle a été très élevée. Alors faut-il en avoir peur ? Je suis pas certain. Je crois que la volatilité fait partie de ce qu'on accepte comme étant un risque quand on achète et quand on investit dans des actifs à long terme, et dans des actifs dits risqués. La chose dont il faut tenir compte, c'est qu'on peut la mitiger, on peut la contrer, si on veut, par exemple en diversifiant son portefeuille. Oui, il y a beaucoup de valeurs qui se sont pas mal écrasées dans le contexte actuel, mais les valeurs de la défense, les valeurs du pétrole ont compensé en partie, par exemple, ce mouvement à la baisse. Et par ailleurs, il faut savoir qu'une volatilité élevée, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va rester élevée pendant très longtemps. Donc le dernier mot que je dirais sur la volatilité, c'est qu'il y a un indice dont on parle également beaucoup dans ce contexte, qui est l'indice VIX. L'indice VIX, bien sûr, oui. Donc pour les initiés, c'est un chiffre qui donne un niveau de volatilité sur lequel on peut donc parier soit à l'achat, soit à la vente. On peut expliquer en 20 secondes comment on calcule le VIX Alors, en 20 secondes, ça va être très très compliqué. Bon, allez, 30, allez. Le VIX, c'est un chiffre, c'est un peu comme un indice, qui est dérivé de l'optionnalité sur les futurs. Et donc, si l'optionnalité prend de la valeur, c'est forcément que la volatilité projetée est élevée, et donc le VIX monte. Donc, pour faire très simple, dans un marché dit normal, le VIX se trouve entre 12 et 20. Quand le marché est particulièrement calme, c'est inférieur à 12. Quand le marché commence à être un peu nerveux, que les investisseurs ne savent pas trop où aller, ça va aller au-delà de 20. Et en cas de crise, on pense à 2008, on peut voir des VIX qui commencent à taper et voire même dépasser les 40. Ah oui, donc là, voilà. Mais on n'y est pas. Aujourd'hui, le VIX est légèrement au-dessus de 20, donc le marché est légèrement nerveux, ce qui est parfaitement compréhensible. Bon, semblant d'équilibre, je disais, voilà, ça durera ce que ça durera, Wilfried. Mais effectivement, il y a quand même l'idée, je le disais tout à l'heure, on le disait, c'est que plus les jours vont passer, plus le détroit d'Ormuz, parce que c'est ça, alors à tort ou à raison, ça aussi on pourra en discuter, focalise les attentions, plus la nervosité va remonter quand même à la surface. Oui, c'est-à-dire qu'en fait... focalisation autour du détroit d'Ormuz, je vous poserai aussi la question, est-ce que c'est le vrai sujet, seul sujet finalement ? En fait, il y a deux éléments, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment surpris par ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est un scénario qui était un scénario de marché relativement central. Et donc, les positions des acteurs de marché reflétaient ce scénario-là. Donc, on avait des positions justement de couverture, on avait des positions défensives qui étaient déjà largement prises. Ce qui explique qu'au tout début de l'intervention, en fait, les marchés n'ont pas énormément bougé. Ils ont commencé à bouger au moment où on s'est rendu compte qu'en fait, ça s'étendait peut-être un peu plus que ce qu'on pensait à des secteurs qui, comme l'électronique par exemple, les data centers, comme le tourisme, qui n'étaient pas nécessairement au centre des scénarios jusqu'à présent. Ça, c'était plutôt mardi, ça. Voilà. Et donc, on essaie de regarder aujourd'hui quelles sont les conséquences qu'on peut avoir sur l'économie, quels sont les secteurs effectivement qui peuvent être les perdants, certains peuvent être des gagnants, mais surtout quels sont les secteurs qui peuvent être des perdants. Et donc ça s'ajuste en fait beaucoup. Moi, ce que je regarde par exemple, c'est le prix des denrées finales dérivées de l'énergie. C'est-à-dire qu'on regarde effectivement le prix du pétrole, on se dit ça a pris 15%. Bon, effectivement, quand on venait d'assez bas, c'est pas catastrophique. Vous regardez le gasoil, il a pris 40% en une semaine. Vous regardez le prix du carburant à Singapour. Kérosène, oui, on en a parlé hier. On est passé à Singapour, on est passé de $22 à 80. Donc on a été multiplié par plus de 3. Et donc, le prix des engrais, vous avez beaucoup d'exemples comme ça. Voilà, et donc en fait on a plusieurs couches en fait d'incertitude. On a la première couche d'incertitude, c'est le prix effectivement du pétrole, tout le monde en parle. La deuxième, c'est toutes les chaînes de valeur qui ont plus de friction. Et donc ça veut dire qu'on fait remonter les coûts généraux de l'économie, en particulier les coûts d'assurance, mais pas que.
La troisième élément, c'est qu'on est en train d'affaiblir un moteur de l'économie mondiale, même si c'était pas un moteur aussi puissant que les États-Unis, qui est cette région du Moyen-Orient sur laquelle tout le monde voulait investir, non seulement sur l'énergie, mais sur des nouveaux secteurs comme les services, comme le tourisme, comme la technologie. Oui. En fait, on avait énormément d'investissements et ça, c'est en train de s'arrêter complètement parce qu'on se rend compte que dans les pays qui se présentent comme les Suisses du Moyen-Orient, il y a quand même aussi Moyen-Orient plutôt que Suisse. Voilà. Donc ça a un coût. Et puis, le dernier élément, et ça, on le mentionne pas beaucoup, c'est que l'attentisme des acteurs, en particulier des acteurs financiers par rapport à cette situation, pèse sur la liquidité, sur le niveau de liquidité mondiale. Et on a déjà une situation où le niveau de liquidité pose problème, on le voit avec les tensions autour de la dette privée. Et ça pose problème d'autant plus qu'on a à la fois en Europe et aux États-Unis 2 banques centrales qui sont en phase de transition. On parle du changement possible de Christine Lagarde et on parle, ça depuis très longtemps, de la succession de Jérôme Powell par Kevin Warsh, qui est en plus quelqu'un d'assez dur en termes monétaires et en termes de liquidité. Et donc tout ça, mais effectivement, il y a un certain nombre de nervosités qui s'enchaînent sur le marché, qui font qu'on a du mal à trouver des points d'équilibre de long terme, enfin des points d'équilibre à partir duquel on peut effectivement partir. Donc moi aujourd'hui, je recommande quand même encore de la prudence. La poussière, elle n'est pas encore retombée. On ne sait pas exactement quand est-ce que les choses vont commencer à se stabiliser. On n'en est pas encore là et les conséquences, on commence à les évaluer seulement. Il y a quand même une certaine résilience des marchés, on peut le dire, depuis 2-3 jours, Marc. Franchement, enfin, est-ce que les marchés se voilent la face dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on est en train de se dire? On ne veut pas croire au scénario d'un conflit qui s'éterniserait au-delà de 3-4 semaines, dixit Trump, il y a encore quelques heures, finalement. Alors, je crois que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le débat éternel, mais aujourd'hui exacerbé, entre ceux qui voient une opportunité d'entrer dans un marché qui s'est corrigé, dans certains secteurs notamment. Et on a vu ce matin à Séoul notamment. Après, parlons-en parce que c'est un exemple très parlant et vous avez bien fait d'en parler. Et d'autres qui pensent plutôt qu'on est dans une situation de, comme disent les Anglais, catching a falling knife, c'est-à-dire attraper un couteau qui est en train de tomber, mais qui est encore très aiguisé et vous risquez de vous couper les doigts. Et on voit bien que ce sentiment de marché change de jour en jour. Et l'exemple du Kospi coréen est vraiment très bien, enfin, illustre très bien ce fait. Un marché qui baisse de 12% un jour et qui le lendemain récupère presque la totalité de cette baisse parce que le Front national de soutien de marché vient d'être actionné. Mais il suffit d'un événement ou d'une annonce pour rebasculer le sentiment de marché de façon générale. Donc, moi, je réitérerai ce qui vient d'être dit. Pour l'épargnant individuel, pour l'investisseur individuel, c'est très compliqué de s'y retrouver et surtout de suivre minute par minute les évolutions de marché. Je recommande la prudence et je recommande surtout de rester à l'écart de toute décision prise dans l'émotion. C'est ça le danger. Parce qu'on va reprendre l'exemple du marché coréen. Si vous êtes un Coréen tendu, émotif, vous risquez de vendre alors que le marché vient de faire moins 12 et donc de louper cette remontée de 10% le lendemain. Donc, vous dites qu'il y a des points d'entrée. Alors là, on extrapole, on parlait de la Corée, mais du manière générale, il y a des points d'entrée aujourd'hui sur les marchés. Alors, je n'ai pas de boule de cristal et donc je me méfierais bien de dire allez-y. Certains semblent avoir fait ce pari. C'est pour ça moi, je dirais que toujours du point de vue de l'investisseur individuel qui n'est pas professionnel, qui passe pas 24 heures sur 24 sur son terminal Bloomberg et qui probablement ne possède pas de terminal Bloomberg, je dirais que des systèmes par lesquels on rentre mécaniquement tous les mois via des versements programmés, surtout ne pas interrompre ce phénomène. Vous risquez d'avoir des points de rentrée sur les versements mensuels à venir dans les 3-4 mois à venir, mais je ne saurais pas vous dire si ça va être celui du mois de mars ou celui du mois d'avril qui sera le point d'entrée le plus bas. Point d'entrée, actif refuge, comment on arbitre là? Si on se réfère à l'histoire, effectivement, on n'est pas loin en moyenne d'un point d'entrée, puisque les événements géopolitiques, la médiane d'impact sur les marchés, c'est autour de 6 à 8% d'impact sur un événement géopolitique. Le problème, c'est que c'est la médiane. Donc vous ne savez pas exactement où est-ce que vous êtes. Donc on sait très bien qu'on peut se retrouver dans une situation plus compliquée. Mais effectivement, là, on est dans l'événement à peu près médian. Ce qui est très intéressant parce que ces événements-là, heureusement, n'arrivent quand même pas très souvent. Et donc ça permet de tester des choses. Ça permet de voir comment le marché réagit. Ça permet de voir aussi pour les portefeuilles à la fois individuels et institutionnels, comment est-ce que les constructions de portefeuilles se comportent face à des événements de stress. Et moi, une de mes interrogations que j'avais ce week-end, c'est de dire
quelles vont être les véritables valeurs refuges par rapport à ce qui est considéré quand même comme un niveau de stress relativement important. On avait des valeurs sur lesquelles on n'avait aucun doute. On savait que l'or allait monter, on savait que le franc suisse allait monter, c'est évident, voilà, tout le monde le savait. En revanche, moi j'avais 2 interrogations, c'est est-ce que le dollar était toujours une valeur refuge? La réponse est oui. Clairement, la réponse est oui, puisqu'on n'était pas loin de 1,20, maintenant on est à 1,16. Voilà, donc le dollar est considéré, c'est un fait. Alors que ce statut de valeur refuge avait été un petit peu écorné ces derniers mois, notamment depuis les droits de douane additionnels du 2 avril. Le marché a parlé dans une situation réelle, pas dans un... Voilà, on n'a pas fait tourner des scénarios, une situation réelle. Le marché a parlé, le dollar aujourd'hui est toujours une valeur refuge. Deuxième élément, est-ce que les dettes d'État sont toujours des valeurs refuges? Là, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, et on voit qu'effectivement, au début, ça l'a été. Le premier jour, le lundi, effectivement, ça l'a été. Et puis, progressivement, on se dit, bah oui, on va quand même avoir des tensions. Donc, on commence à faire le tri entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Et je pense que cette période-là est particulièrement intéressante pour l'épargnant, comme d'ailleurs pour l'investisseur professionnel. Il faut être très humble pour dire, bah, tous les scénarios que j'avais faits et que je développais, comment est-ce que je les ajuste? Comment mon portefeuille, comment est-ce qu'il est équilibré, va être un portefeuille un peu tout-terrain. On sait qu'on a toujours un biais, hein. Il y a des gens qui ont plutôt un biais croissance, d'autres plutôt un biais défensif. Mais comment est-ce que je mesure ce biais et comment est-ce que je vis tranquillement avec ce biais-là et éventuellement comment est-ce que je l'ajuste? C'est le moment effectivement où on peut faire quelques ajustements à la hausse comme à la baisse pour se dire, bah, tiens, là j'avais moins vu ça. Ça, c'est vrai qu'il y a un moment de vérité effectivement sur les devises, sur les taux à l'aune de ces 3 jours, hein, Marc. Hein. Ouais, non, et je rebondis sur ce qu'il vient d'être dit parce que je me suis interrogé de la même façon sur quelles sont les valeurs refuges. Pendant très longtemps, le yen a été une valeur refuge. Exactement. Et là, je crois que la réponse que donne le marché, en tout cas dans ce conflit particulier, c'est que c'est plutôt pas une valeur refuge. Enfin, la devise s'est affaiblie contre le dollar. Et puis il y a un autre actif auquel j'avouerai tout de suite que moi je ne comprends pas encore très bien, mais qui sont les cryptoactifs et notamment le Bitcoin, dont on a pu dire c'est typiquement un actif décorrélé et donc qui devrait performer quand ça tangue. Je ne crois pas que la corrélation soit là. Enfin, il se trouve que hier, je crois que le Bitcoin a un peu monté, mais les cryptos sont, pour l'instant en tout cas, n'ont pas le même comportement défensif que peut avoir l'or. Ce sont des actifs corrélés en fait. Ce sont des actifs corrélés. Le maître mot de toutes ces inquiétudes, c'est stagflation, voilà. Est-ce que c'est ce qui nous guette véritablement? Oui, c'est un petit peu l'angoisse identifiée des marchés aujourd'hui. Oui, l'angoisse, c'est effectivement à la fois un affaiblissement de la croissance et une remontée plus que de l'inflation, je pense une remontée du niveau des coûts. C'est-à-dire qu'en fait, mécaniquement, l'inflation, il ne faut pas oublier, hein, l'inflation, la définition, c'est un mouvement auto-entretenu des prix et des salaires. C'est ça l'inflation. Il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme de transmission inflationniste qu'on voit se développer assez facilement, en particulier parce que les marchés de l'emploi sont quand même beaucoup moins tendus qu'ils étaient. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir probablement une remontée des coûts. Donc, qui dit remontée des coûts dit baisse des marges. Donc, effectivement, croissance plus affaiblie, impact général sur l'économie. Et socialement comme politiquement, c'est au moins aussi important que économiquement. Économiquement, je ne pense pas que l'impact soit considérable. Mais en revanche, on est déjà sur une ligne de crête dans pas mal de pays pour les équilibres sociaux et politiques. Bah, en fait, on va arriver effectivement, que ce soit aux États-Unis là à la fin de l'année ou évidemment dans des pays comme la France l'année prochaine, dans des moments où ça va être assez critique. On le voit tout de suite. Hein, on a des débats sur mais comment vous faites pour la prospérité du pays, la capacité à vivre. J'aime pas trop le terme de pouvoir d'achat parce que je trouve que voilà, c'est on vit autrement que par le pouvoir d'achat, mais la capacité à se projeter dans la vie, globalement, ce sont des chocs. Il va falloir le traiter autant politiquement et socialement qu'économiquement. Marc, oui, vous vouliez dire... juste pour rebondir, oui, le terme stagflation fait peur. Oui. Je crois qu'on ne manque pas d'anxiété aujourd'hui. Donc ça ne fait qu'augmenter le niveau d'anxiété. Et donc un épargnant et un investisseur peut être du coup tenté de se reporter massivement sur les placements qui sont vus comme étant les plus sûrs. Et ils ont... Enfin, le placement, parmi les placements les plus sûrs, il y a évidemment le livret A et d'autres. Le problème, c'est qu'il faut bien être conscient du fait que parce qu'on est anxieux et que donc on se rapporte sur des placements très sûr, on diminue d'autant le rendement moyen sur le long terme. Et donc, moi, je me méfie toujours oui, il y a ce risque de stagflation. C'est pas pour autant qu'il faut tout retirer de ces placements pour les mettre sur le support le plus sûr qu'on connaisse, parce que ça ne fera que contribuer au malaise économique vers lequel on pourrait se diriger. Et la stagflation n'est qu'un scénario parmi d'autres. Et je rappelle que les investissements à long terme, il faut les évaluer sur le long terme. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que les banques centrales, c'est l'éternelle question, vont encore une fois jouer les pompiers de service ou pas? Parce que vous voyez ce qui se passe du côté des États-Unis où les derniers chiffres nous disent, voilà, les estimations
le ressenti sur la possibilité de voir la Fed baisser ses taux de 25 points de base au mois de juin. Il y a un mois, on était à 50%. Aujourd'hui, on est à 30%, grosso modo. Vous avez même des analystes qui, plus pessimistes que d'autres, commencent à envisager, vous allez peut-être me dire c'est lunaire, un relèvement des taux d'intérêt en juin, voire un peu plus tard. Voilà. Est-ce que ça vous paraît du domaine du possible ? J'ai toujours pas de boule de ces cristal. questions sans réponse. Mais Non, ce que je dirais, c'est que les gouverneurs des banques centrales sont des gens plutôt rationnels, oui. Sont entourés par des gens tout aussi rationnels. C'est des décisions qui sont prises de façon collective. Je ne pense pas que ce sont des gens qui vont réagir à l'événement à l'instant T. En revanche, évidemment qu'ils prendront en compte notamment la durée du conflit actuel pour voir quel impact ça peut avoir et de réagir en fonction. Je pense qu'on peut avoir des réactions, en tout cas des politiques différentes de bilan et de taux d'intérêt. Sur les taux d'intérêt, effectivement, compte tenu en particulier des bons indices aux États-Unis, on a eu des très bons indices sur les indices ISM, les indices de morale du consommateur. Là, dernièrement, c'était franchement pas mal. En revanche, donc je vois pas effectivement de baisse assez rapide de taux aux États-Unis. En revanche, agir sur le niveau de liquidité, et j'insiste de nouveau là-dessus, des marchés via des opérations bilantaires qui ne s'appelleront pas quantitative easing parce qu'aujourd'hui ça fait peur, mais on va l'appeler autrement, des opérations de bilan qui seront capables d'augmenter la liquidité générale du marché. Ça, je pense qu'effectivement, on peut en avoir, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pour justement fluidifier le marché et éviter qu'on ait un incident financier qui se cumule avec cet incident géopolitique. Ça ferait peur le retour du quantitative easing ? C'est un terme en particulier avec le nouveau président potentiel de la Fed qui s'est toujours opposé à des opérations générales de bilan, qui me paraît pas totalement en cours, en particulier aux États-Unis. Et puis en Europe, on a quand même tout un pan de la BCE qui s'oppose assez fortement à des opérations massives. En revanche, faire des opérations twist ou des opérations de liquidité, des opérations repo, ça effectivement, je pense qu'on va y avoir droit. Jérôme Powell l'avait déjà fait à la fin de l'année dernière. Je pense qu'on va avoir de nouveau une série d'opérations pour justement éviter qu'on ait de nouveau un problème de liquidité sur le marché. Suivons ça. On a oublié, mais ces sujets de dette et ces sujets de liquidité d'un certain nombre de fonds, c'est un sujet majeur, y compris pour l'économie et y compris pour l'économie américaine. Voilà, on va ressortir les outils qu'on a eu l'occasion de découvrir au cours des 10-15 dernières années, que ce soit en Europe et surtout du côté des États-Unis, en l'occurrence, du temps de Bernanke. Voilà, c'est ça. Et consorts. Tout un lexique avec lequel on va devoir se refamiliariser. Merci messieurs d'être venus ce matin sur BFM Business. Marc Tempelman, fondateur de Cashbee.